Alors, je remercie l'invitation de la part de l'Union francophone, de la part de la doctoresse Marlène Noble, et surtout, qui a pris le risque de m'inviter pour parler d'un thème dont je n'ai pas tellement d'expérience, puisque il s'agit du troisième âge ou du quatrième âge, comme on veut. En fait, quand j'ai assisté hier à la conférence de certains collègues, et il y a Giancarlo qui est gériatre aussi, et j'ai eu beaucoup d'appréhension par la suite. Bon, voyons donc l'importance de la spiritualité chez les seniors. Alors, il existe un fait, c'est que dans le monde, et c'est les données de l'Organisation mondiale de la santé, qu'il y a un vieillissement de la population, non pas seulement dans les pays riches, mais partout dans le monde. Ça veut dire que la santé s'améliore. Et actuellement, nous avons 650 millions de personnes qui sont âgées de plus de 60 ans. Et cette tendance augmente et on aura d'ici 2050 2 milliards de personnes âgées. Alors, c'est un résultat positif. Mais il y a des problèmes qui sont liés à cette nouvelle donne. Et il est très important de préparer autant les soignants que les sociétés pour répondre aux besoins de ces personnes. Il est bien plus facile de préparer les soignants que de faire le changement de mentalité dans la population. Dans la société, je veux dire. Et il faut faire des politiques durables, pérennes, au long cours, pour les personnes âgées. En 2002, en Espagne, il y a eu une assemblée mondiale sur le vieillissement. D'ailleurs, c'était la deuxième assemblée. Et il y a eu beaucoup de conclusions. Donc, l'une d'elles est que les personnes âgées consacrent une grande partie de leurs revenus pour les dépenses médicales, plus que pour toute autre chose. Là, nous voyons une image d'une personne qui était déjà à la limite. Elle vivait dans la précarité, on la voit dans sa maison. Elle est contente de pouvoir vivre dans sa maison. Elle avait de la nourriture grâce aux voisins et à certains membres de la famille. Et un jour, il lui est arrivé d'avoir un accident vasculaire cérébral. Et là, elle n'aurait pas eu les moyens pour se procurer une chaise roulante qu'elle a reçue d'un service public. Elle a la chance de pouvoir rester chez elle, mais nous voyons la difficulté qui existe. Oh, là, il y a un problème. Fabio, si c'est juste un, je m'en fiche. Mais, alors, bon. Si tu peux juste rester à proximité. Alors, une des conclusions aussi de cette Assemblée mondiale sur le vieillissement a été que la plupart des personnes âgées sont capables de s'adapter et même de rester autonomes jusqu'à un âge très avancé. Mais nous voyons que c'est relatif. Ce monsieur qui a 93 ans, qui a un modèle de fauteuil roulant
qui ressemble à une moto, hein, et qui peut faire 12 km à l'heure. Et il était parti de chez lui acheter un journal, et voilà qu'il a oublié, et puis il s'est trouvé sur une autoroute. Et il s'est mis en difficulté, c'est-à-dire il ne suffit pas de pourvoir les besoins, encore faut-il accompagner la personne. Dans cette assemblée sur le vieillissement, ils ont relevé le fait que dans les pays développés, les personnes âgées continuaient d'occuper des fonctions parfois rémunérées, parfois non. Mais en encourageant la participation de la personne âgée, et le problème de cette population vieillissante peut se transformer en un atout. Parce que souvent, ils ont une expérience qui n'est pas transmitida, qui n'est pas transférée dans son milieu et qui pourrait être très, très utile. Voyons un petit peu certains aspects du vieillissement. En fait, vieillir et faire face aux modifications de l'entourage est un défi. Et ce défi a grandi puisque les gens deviennent plus âgés. Ça veut dire que le décalage entre elles et la population qui décide des mesures augmente. Et qui plus est, ces dernières décennies, il y a eu une accélération dans la transformation de la société. Donc, les personnes âgées perdent assez vite les repères. Un autre aspect, c'est que la personne âgée est en général consciente de ses défaillances et elle souffre en particulier de ses troubles de mémoire. Et cette souffrance, s'il y a un regard critique sur elle de l'entourage, il y a de l'anxiété et un sentiment d'humiliation qui va encore augmenter ce mal-être chez elle et avoir des répercussions en amplifiant son trouble de mémoire. Donc, le vieillissement s'accompagne souvent d'une crise profonde, un peu comme on l'observe chez les adolescents. Nous savons combien d'adolescents souffrent et de quitter cet état confortable d'être un enfant pour qui on prévoit tout. Et la personne âgée doit se dessaisir de ce qu'elle possédait ou de ce qu'elle était. La vieillesse est un temps de deuil parce que la personne âgée a souvent été confrontée à des décès dans la famille et parfois elle n'a plus de famille du tout. Mais outre ces deuils physiques, disons, d'autres personnes, c'est un deuil de ses capacités. Cette perte progressive des capacités est une souffrance. Et si l'on tient compte des deuils successifs de la santé, du revenu, de la position sociale, du rétrécissement du cercle d'amis, le veuvage, il y a inévitablement une réaction dépressive qui est normale à la base, même si elle peut devenir pathologique. Et l'image de soi peut en souffrir. Et nous savons que l'image que nous avons de nous-mêmes est un résultat complexe de notre trajectoire, une interface entre nous et les autres, de nos tendances personnelles, des influences culturelles. Et si nous pouvons garder une bonne image de nous-mêmes, malgré le handicap, malgré la perte de position sociale et autres pertes,
nous avons réussi, nous aurons réussi de dépasser cet état de nature. Alors, quelle est l'évolution de la personne âgée? Donc, face à la nouvelle situation, elle peut devenir autoritaire, difficile à vivre. Elle peut devenir agressive. Elle peut se mettre à crier sans que les autres ne sachent quoi faire, comment y remédier. Et elle peut perdre le sens de la réalité par le fait qu'elle a le sentiment d'avoir perdu sa place dans cette nouvelle réalité. Une réaction très fréquente est le repli sur elle-même. Et là, donc, je cite un petit peu le travail de Michel Cavet, un psychiatre et gériatre très connu en France, qui fait un travail extraordinaire auprès des infirmiers. Alors, souvent, la personne âgée se protège par l'indifférence. Elle peut même aller plus loin et se réfugier dans la démence, ce qui veut dire renoncer à penser. C'est-à-dire, là, je ne parle pas des situations pathologiques, je parle de choix. Je ne parle pas ces personnes-là. Et je parle de la personne âgée, une évolution possible d'elle qui résulte des choix qu'elle fait. Ainsi, elle peut même avoir des réactions qui sont des réactions de délire, de persécution, où elle a le sentiment d'avoir été volée ou autre chose, empoisonnée. C'est très fréquent. Et même les hallucinations. Donc là, on n'est pas forcément dans le pathologique, c'est des choix qui peuvent être momentanés de la personne ou durables. J'ai voulu mesurer le degré de la détresse de la personne âgée par rapport au vieillissement et je suis allée consulter des statistiques. Et j'ai trouvé cette donne-là. Et vous voyez juste. Ça veut dire, ça c'est une donnée de l'Office fédéral des statistiques de la Suisse, une évaluation qui a été faite en 2005. Vous voyez qu'ici, après l'âge de 70 ans, il y a une flambée de la courbe du taux de suicide. Il est impressionnant. La donnée est 117 suicides dans cette tranche d'âge sur 100 000 personnes. C'est beaucoup. Comment interpréter ce phénomène? Ce qui m'a frappé dans ce document, un document publié en 2005 et de 42 pages, il n'y avait qu'une phrase là-dessus. Une phrase très neutre. D'une manière générale, le taux de suicide des personnes âgées a augmenté au cours des 15 dernières années. Plus rien. Je pense que c'est une invitation à la réflexion. La Suisse n'est pas le seul pays qui a cette courbe-là. Aux États-Unis, on trouve quelque chose de semblable. Mais ce qui frappe, c'est que cette réalité du suicide chez la personne âgée ne mérite pas d'article, ne mérite pas de réaction dans la média, ni même dans les services publics de psychiatrie. Là, je parle de la Suisse, où la personne de plus de 65 ans n'a plus droit au suivi que toute personne a. C'est-à-dire, si j'ai 65 ans, si je trouve que je suis en difficulté et si j'habite en Suisse, il faut que je cherche
un psychiatre en privé. Et j'aurai la réponse, mais madame, vous savez, à votre âge. Et oui. Et puis, ou bien il va me dire de téléphoner dans 6 mois. Des fois, il y a une autre réponse. Qu'ont-ils fait aux États-Unis? Et par rapport au suicide de leurs aînés, ils ont renforcé la publicité pour la vente des antidépresseurs. Ceci est un paradoxe et ceci est absurde, puisqu'il y a une méta-analyse qui a été publiée en 2007 qui montre que les antidépresseurs, ils sont efficaces dans une bonne partie des dépressions graves. Mais pour les dépressions moyennes, pour les dépressions légères et pour les dépressions réactives, ils n'ont pas d'effet. Donc, c'est déjà un peu pervers, à mon sens. Et en Suisse, on a eu un fleurissement des cliniques de la mort. Je suppose que ces données qui sont jusqu'à l'année 2000 et on est en 2011, je suppose que ce nombre a encore grandi. En fait, même dans le service de psychiatrie où je travaille moi-même, on n'en parle pas. De toute façon, c'est une population qui n'est pas et que nous ne voyons pas dans notre service puisque à l'âge de 65 ans, on ne les voit plus. Moi, je pense qu'il y a d'autres facteurs. Je ne sais pas, je ne connais pas la population des États-Unis, mais le Suisse en général, il est très économique. Souvent, il paye pendant 35 ans, 40 ans la maison qu'il est en train d'acheter ou l'appartement. Et puis, il est très fier de laisser à sa descendance un patrimoine, que ce soit de l'argent, que ce soit une maison. Et au moment où il perd ses moyens et il doit aller dans un home, il doit donner à l'État son patrimoine. Et je pense que c'est aussi un facteur qui fait que les gens se suicident et que les cliniques de la mort sont une option moins chère, c'est-à-dire peut-être que ça va leur coûter 8 000 francs. Et s'ils devaient laisser leur maison qui vaut 800 000, ils préfèrent payer donc les 8 000 francs et laisser quelque chose à leur descendance. Mais c'est une hypothèse. Faudra voir si d'autres s'expriment sur ce phénomène-là. Bon, on pourrait se demander si la situation actuelle de la personne âgée pourrait ressembler à celle de l'enfant il y a 50 ou 70 ans, lorsque le décès d'enfants était passé sous silence. Hein? C'est-à-dire, les gens se souciaient très peu. Et du taux de mortalité des enfants, il y en avait tant. Bien sûr, avec les enfants, c'est-à-dire les besoins des enfants ont dû être pris en considération, c'est-à-dire ce phénomène, la vaccination a permis qu'ils meurent moins, aussi le développement de la puériculture, et finalement, parce qu'il y a un enchaînement là-dedans, en tout cas chronologique, des méthodes contraceptives se sont développées. Mais concernant la personne âgée, il faut absolument qu'une nouvelle politique soit mise au point pour répondre aux besoins des personnes âgées. Et cette politique devra forcément prendre en considération les croyances et les valeurs des personnes âgées. Alors,
De quoi avons-nous besoin pour vivre pleinement notre fin de vie? Ici, c'est bien connu et je les cite, mais je ne vais pas m'étendre sur certains aspects qui sont mentionnés là. Donc nous savons que les croyances et les valeurs sont en partie propres à la société dans laquelle ces personnes âgées ont grandi et vécu. Et elles sont aussi liées au facteur temps, c'est-à-dire une partie de leur valeur est liée au temps dans lequel elles ont vécu. Alors, il est fondamental pour la personne âgée de pouvoir agir selon ses croyances et ses valeurs. Et parce que ces croyances et valeurs donnent des repères. Et parce que si l'on déroge de son système de valeurs, il y a un sentiment de faute. Et si les normes sociales sont rompues ou cessent d'être efficaces, il y a un état ambivalent qui est très insécurisant. Et si l'on ne peut agir selon ses croyances et ses valeurs, on éprouve une grande détresse. J'aimerais citer un exemple d'il y a 3 semaines. J'étais de garde ce jour-là dans la ville où je travaille et on m'a appelé pour un consilium, pour donner mon avis dans une situation. C'était une dame de 79 ans, vietnamienne, qui avait été vue à l'hôpital pour une situation banale, il me semble que c'était une douleur abdominale, et puis elle ne cessait de marcher dans le couloir et elle parlait seule et les gens n'arrivaient pas à la comprendre. Donc ils voulaient savoir si cette dame avait un trouble anxieux, un trouble dépressif ou si elle avait un problème psychotique. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire pour cette dame? Je suis arrivée à l'hôpital et je n'ai pas eu plus de moyens puisque la dame, qui était depuis 25 ans en Suisse, ne parlait pas un mot de français ni d'allemand. Alors, il a fallu organiser un interprète et cela a pris 3 jours. J'habite dans une toute petite ville de 80 000, 90 000 personnes. Et 3 jours après, j'ai pu découvrir que la situation était tout autre que celle que les médecins imaginaient. Elle avait 7 fils et une fille. Et dans leur culture, c'est l'habitude si on devient veuve, qu'on vive chez l'enfant aîné ou chez le cadet. Mais aussi dans leur culture, ils savent que parfois la relation belle-fille, belle-mère n'est pas des meilleures. Alors elle a décidé d'aller vivre chez la fille. Par contre, la fille avait 2 enfants de 2 liaisons différentes, ce qui était déjà un scandale pour cette dame. Elle avait un grand sentiment de honte. Et puis, elle s'occupait des enfants toute la journée et sa fille, qui travaillait, avait décidé de faire du fitness jusqu'à 9 h du soir et parfois elle faisait encore des sorties. Et pour cette dame, c'était devenu insupportable. Et on a eu tous de la chance puisque j'ai pu appeler la famille. J'ai dit que par ordre médical, elle devait aller chez son fils aîné, aller vivre chez son fils aîné, et un ordre médical, c'est autre chose. Alors, elle a pu, en bonne conscience, partir dans la famille de son fils aîné, et la situation a pu être réglée
par du dialogue, par le changement de milieu, et la dame n'a eu besoin ni d'une psychothérapie, ni de médicaments, rien de tout cela. Donc, juste pour souligner l'importance de la culture et des croyances qui influent dans la vie aussi de nous tous, mais aussi surtout de la personne âgée. Parce que, précisément, elle se sentait impuissante et elle s'était mise à parler toute seule, ce qu'elle n'avait pas présenté auparavant. En principe, la personne âgée, elle essaye de s'adapter. Il y a un côté touchant. Nous voyons là le monsieur âgé, on lui dit de boire, il n'a peut-être pas envie, mais il le fait. Donc, souvent, les personnes âgées s'efforcent de suivre les règles sociales établies et de répondre aux attentes des autres. Ça peut être de l'institution dans laquelle ils se trouvent, mais aussi de la belle-fille ou qui sait, mais là où ils sont. Et ils cherchent l'approbation et ils obéissent parce qu'ils trouvent que c'est comme ça qu'il faut faire. Parfois, l'acceptation est mitigée. Je prends l'exemple, parfois dans certaines institutions, la directrice qui a lu certaines informations sur la nourriture de la personne et la nourriture idéale, elle essaye, en pensant de bien faire, de proposer ou imposer cela aux gens. Et en général, ce qu'on observe, c'est que pour avoir la paix, mais ça peut aussi être pas seulement une directrice d'institution, mais ça peut aussi être la belle-fille. Et pour avoir la paix, ils acceptent. Ici, on voit au premier plan la dame qui semble manger avec satisfaction. Et les autres, peut-être un peu moins. Mais il y a aussi les personnes âgées qui s'opposent, qui agissent selon leurs valeurs et principes, mais qui sont pris en grippe par la famille ou par l'institution si elles commencent à défendre trop vigoureusement leurs idées. Mais un jour ou l'autre, par peur de perdre l'appui, ils renoncent et se taisent pour recevoir aussi un minimum de soins. Mais ceci coûte cher parce que il y a une frustration très grande qui s'installe. Et encore, si la personne doit renoncer à son code moral ou à ses croyances, elle peut évoluer vers la démence. Là, c'est des données statistiques. Donc, l'aspect spirituel est très important chez la personne âgée. Tout être humain a toujours cherché un sens à sa vie et à la mort, et a essayé de développer, d'adhérer à une religion ou de développer sa spiritualité par ses propres moyens, par un besoin de comprendre. Dans une recherche de l'Institut Gallup, portant sur 50 000 personnes, un tiers de la population générale s'est déclarée religieuse. Mais chez les personnes âgées, le taux est bien plus élevé. C'est de 70%. Et au Brésil, selon un recensement de 2000, seuls 3,6% des seniors affirmaient n'avoir aucune religion. Donc, il ne faut pas avoir peur d'aborder l'aspect spirituel. Parce que, selon les recherches qui ont été effectuées, que je vais citer tout à l'heure,
c'est très net l'association au bien-être psychologique des personnes. Et souvent, la personne âgée, quand elle doit renoncer à certaines activités qu'elle aimait bien, la dernière chose à laquelle elle va renoncer, c'est de cultiver sa croyance, c'est-à-dire elle va faire en sorte de pouvoir être dans son église, parce que c'est le besoin fondamental. Et s'il faut renoncer, s'il n'y a qu'une sortie qui est possible dans la semaine, elle va prioriser ce choix-là. Donc, il faut aussi que la pratique religieuse soit en continuité avec la religion qu'elle a toujours eue. Parce que la conviction religieuse permet à la personne âgée d'envisager la maladie et la mort avec plus d'objectivité et de sérénité. Parce que finalement, l'être humain, il demeure un être spirituel même lorsqu'il est désorienté, confus ou délirant. Pendant beaucoup de semaines, j'ai été très frustrée quand j'ai fait la recherche de bons articles sur la spiritualité des personnes âgées, parce qu'il existe très peu de recherches internationales là-dessus. Et finalement, j'ai trouvé une méta-analyse de Giancarlo Lucchetti qui nous a parlé hier. Et c'est une méta-analyse portant sur 3000 articles publiés. Et de ces 3000 articles, il a sélectionné les 48 articles qui lui ont paru plus pertinents. Et justement, il nous parle des concepts qui sont importants, du vieillissement bien réussi, du bien-être et de la qualité de vie, et des répercussions de ces facteurs sur la fin de vie. C'est cet article-là, la personne âgée et sa spiritualité. L'impact sur différents aspects du vieillissement. C'est un article excellent que je ne peux que vous recommander, mais qui existe pour le moment en portugais. Et selon notre réunion d'hier soir, peut-être qu'on va traduire, commencer, nous les médecins présents à ce congrès, nous allons essayer de traduire les articles qui nous paraissent importants en français. Là, les concepts, il y a tant de choses qui ont été parlées en détail hier, que j'ai supprimé aujourd'hui une vingtaine des slides que j'avais préparés, puisque les questions ont été abordées par les autres conférenciers. Alors, qu'est-ce qu'un vieillissement bien réussi? Selon un de ces articles mentionnés dans la méta-analyse, il s'accompagne d'une basse probabilité de maladie et d'incapacité liées aux maladies, d'une bonne capacité fonctionnelle, autant cognitive que physique, et d'un vieillissement actif, c'est-à-dire de la capacité d'être engagé activement dans la vie. Et beaucoup d'études récentes dans les 10 dernières années ont été publiées au Brésil. Par exemple, à l'État de Rio Grande do Sul, une des études a montré que les seniors dont les croyances personnelles donnent du sens à leur vie ont 10 fois plus de chances d'avoir une vieillesse bien réussie. Une étude plus récente encore montre
que les personnes qui ont une foi ont une meilleure résilience. Et cette étude vient confirmer une étude préalable de Wong de 1998 qui montrait que le coping est meilleur, c'est-à-dire faire face aux difficultés. Elles font mieux face à la maladie, aux pertes, quand elles ont une foi. Et au vu de ces résultats, un auteur américain, il me semble, propose que le modèle de vieillissement sain qui avait été proposé par les auteurs antérieurs, qu'on y ajoute la spiritualité. Et donc, pour un vieillissement bien réussi, outre l'absence de maladie et d'incapacité majeure, et d'un fonctionnement physique et cognitif raisonnable ou bon, et d'être actif dans la société, il faut ajouter la spiritualité. Parce que si la personne âgée a accès à cette spiritualité, elle se trouve dans un état de bien-être, le bien-être possible dans cette phase-là. Et si nous pensons que le vieillissement est une préparation pour ce qui vient après, donc au cours de ces 2 jours, il y a un auteur qui a été souvent mentionné, André Luiz, et nous avons le témoignage de ce médecin par la médiumnité de Chico Xavier dans le livre Nosso Lar, qui est aussi disponible en film et en DVD. Et je pense que beaucoup de vous ont assisté à ce film. On voit que quand on passe de l'autre côté, on doit se dépouiller de qui on était, des fonctions qu'on avait, et que finalement, le vieillissement, avec toutes les pertes qu'il inclut, est une bonne préparation pour la suite parce que la vie continue. Voilà un peu ce que je voulais vous transmettre. Ouais. Je vous remercie.